Je vais vous rappeler les objectifs de cette session. Donc, il s'agit pour nous de renforcer, et pour vous, de renforcer la capacité des patients à se montrer acteurs du développement de l'environnement numérique. Et on va voir comment il est constitué dans peu de temps. L'idée est de partager avec vous les travaux en cours concernant la e-suivi médical, l'éducation thérapeutique en ligne, peut-être certains d'entre vous ont déjà participé à ce type d'action, le carnet de suivi dématérialisé, l'inclusion des patients dans le volet auto-rapporté par les patients du registre France Coag. Le deuxième objectif opérationnel, c'est de comprendre l'intérêt de cet environnement numérique, comment celui-ci peut améliorer le suivi médical et impacter, on l'espère de façon favorable, le dialogue soignant-soigné. Alors, pour cet atelier, nous allons avoir un certain nombre d'interventions et vous verrez qu'on va alterner donc trois interventions relativement brèves. Vous pourrez poser des questions de précision si vous n'avez pas compris quelque chose dans le chat. On posera ces questions-là. On a un peu de temps à la fin de chaque présentation. Puis on se gardera un temps à la fin de la session pour échanger plus globalement sur des questions plus globales qu'on va essayer de regrouper pour vous permettre pour les poser aux présentateurs. Donc, vous aurez une présentation de Nicolas Giraud, le président de l'AFH, du professeur Claude Négrier, qui est là en tant que coordinateur de la filière de santé maladie hémorragique constitutionnelle, que vous connaissez peut-être sous le nom de MEMO, le professeur Pascal Auquier, qui est le coordinateur scientifique du registre France Coag. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le registre France Coag, on va vous l'expliquer tout à l'heure. Et j'aurai le plaisir d'animer cette session avec François Berdougol, délégué général de la Société française de santé publique. J'espère qu'il va arriver. Alors, comment ça va se dérouler? Nicolas Giraud va faire une petite présentation sur le pourquoi on ne peut pas se passer des patients dans cet environnement numérique. Ensuite, le professeur Négrier évoquera plus en détail les projets de carnet de santé, pourquoi et pour qui. Pascal Auquier, le co-coordinateur scientifique du registre France Coag, nous dira pourquoi ce registre ne peut pas se faire sans les patients. Et ensuite, on pourra échanger avec les participants. Voilà, Monsieur Négrier, je vous laisse la... C'est moi qui commence. Ah, pardon, excuse-moi, Nicolas. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Donc, vous m'entendez déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Et je vais partager mon écran. Donc, merci à tous. Bonsoir. Merci Fabrice. Bonsoir à toutes et tous. Donc, voilà, maladie hémorragique rare et environnement numérique. Pourquoi pas sans les patients? C'est une vraie question. En tout cas, au sein de l'Association française des hémophiles, depuis un certain nombre d'années, il est l'association, les patients sont vraiment impliqués dans la prise en charge et dans l'organisation de leur parcours de santé. C'est quelque chose qui est vraiment ancré historiquement de cette collaboration du patient avec les professionnels de santé qui a démarré très tôt à la naissance, on va dire, de l'Association française des hémophiles en 1955, et puis avec l'arrivée des traitements, avec l'arrivée et l'apprentissage de l'autotraitement dans les années 70 pour sortir la prise en charge médicale en milieu hospitalier vers le domicile pour amener une vraie autonomie sur des patients, des familles par rapport à la maladie. Et puis aussi, bien sûr, avec le développement et le déploiement de l'éducation thérapeutique du patient telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'autotraitement, c'est de l'éducation thérapeutique, mais aujourd'hui, ça va bien au-delà de l'apprentissage du geste, de l'autotraitement. Et donc, voilà, ça s'est vraiment mis en place dans les années, au début des années 2000 avec la création du groupe The3P au sein de l'AFH, un groupe pluridisciplinaire de professionnels de santé, de patients, avec
la formation des patients ressources et de l'implication que ça a à travers les sessions et la création, la collaboration des sessions d'éducation thérapeutique. Et puis aussi, cette implication des personnes vivant avec une maladie hémorragique rare s'est fait aussi avec les professionnels de santé, avec bien sûr la création des centres de suivi spécialisés, bien avant la création du premier plan national maladie rare, dont justement ce plan national maladie rare s'est inspiré de cette organisation des centres spécialisés qui prenaient en charge les patients atteints de maladies hémorragiques rares constitutionnelles. Pas que, ce n'étaient pas les seuls, mais en tout cas, ils faisaient partie de la prise en charge des MHR faisait partie de l'inspiration de ce plan national maladie rare. Donc, l'environnement numérique et ses outils d'interface avec les patients, pour nous, il y a plusieurs objectifs et ils doivent toujours, dans cet esprit de implication des patients dans la prise en charge de parcours de soins, il y a favoriser l'autonomie. Ça, c'est une des premières choses. Ces outils numériques, ces outils d'interface qui arrivent, ça doit améliorer, ça doit favoriser l'autonomie. Il y a aussi favoriser une meilleure connaissance de la pathologie. Voilà. Même si nous sommes très impliqués à travers les sessions d'éducation thérapeutique, la connaissance de la pathologie se fait tout au long de sa vie par rapport à différents événements de période de sa vie. Et donc, ça doit aussi contribuer, cet environnement numérique, contribuer à favoriser cette meilleure connaissance. Aussi, à faciliter la prise en charge. Il y a aussi, bien sûr, apporter une plus-value au quotidien du patient dans son interaction avec les professionnels de santé. Ça veut dire que oui, on veut bien rapporter des données parce que c'est ça, sur un outil numérique. Si on prend l'exemple d'un carnet de santé numérique, de carnet de suivi numérique, on peut le comparer à un carnet de suivi papier. On rapporte de l'information qui va apporter une connaissance auprès des professionnels de santé et qui, on l'espère, va améliorer une meilleure prise en charge pour soi ou pour un collectif. Et donc ça aussi, cette plus-value, on doit aussi le percevoir à travers ces outils numériques pour vraiment faire une adhérence et vraiment adhérer à l'utilisation de ces nouveaux outils numériques. Et puis, bien sûr, optimiser la communication avec les patients. Ça, c'est avec les soignants, excusez-moi. Ça, c'est un objectif d'aller vers le numérique. Ça doit optimiser cette communication que nous avons avec les soignants. Et donc, la méthode que nous patients, au niveau de la FH, on met en place pour atteindre ces objectifs, c'est co-construire pour favoriser la compréhension et l'utilisation de ces outils numériques. Donc, si on implique dès le départ les patients à la co-construction, à l'élaboration du projet, de l'environnement numérique, de l'outil, ça adhère, ça facilite la compréhension et ça facilite aussi l'utilisation de cet outil. Et puis, cet outil aussi numérique doit s'adapter aux besoins qui évoluent. C'est-à-dire que si on propose un outil numérique, et on voit très bien avec les téléphones qui arrivent avec des versions 1, version 2, version 3, qui est l'évolution numérique, c'est un environnement qui est en perpétuel mouvement et on doit s'adapter. Et puis aussi les besoins des patients et des parents évoluent avec l'arrivée de nouvelles thérapeutiques notamment. Donc tout cela doit être pris en compte et cet outil numérique doit pouvoir évoluer avec le temps. Et puis aussi, cet outil numérique doit s'intégrer dans un paysage numérique existant parce que dans le milieu des maladies hémorragiques rares, il existe déjà des outils numériques à travers la prise en charge au niveau des hôpitaux avec un dossier patient informatisé, avec le DMP, le dossier médical partagé au niveau des patients, des individus, des personnes, avec
on va le voir bien sûr avec France Coag, qui est un registre épidémiologique existant, avec il y a déjà plein d'autres outils numériques qui existent. Et tout cela, donc l'arrivée de nouveaux outils numériques dans le paysage des maladies hémorragiques rares, devra s'intégrer dans ce paysage, devra communiquer pour améliorer la prise en charge et puis aussi pour éviter la multiplication de données, de refaire ou de réécrire la même chose 10 fois. Ces outils numériques doivent améliorer ce flux d'informations entre les différents outils existants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors là, on a pris, qu'est-ce qu'on a fait à l'AFH par rapport à la construction des outils numériques? Je vous présente deux exemples, mais on aurait pu en prendre bien d'autres. Il y a notamment le MOOC. Alors, MOOC, qu'est-ce que c'est un MOOC? C'est un cours en ligne qui avait été proposé, créé par l'AFH pour les patients avec des professionnels de santé, pour les patients atteints d'hémophilie mineure et les conductrices. Donc, c'était un cours en ligne qui avait été proposé avec plusieurs modules. Mais là, c'est un exemple très récent. Donc, nous avons construit 2 ateliers d'éducation thérapeutique au tout début du premier confinement, savoir se présenter aux urgences en contexte Covid et puis gérer le stress avec l'activité physique. Donc, de la façon que nous avons mis en place ces outils numériques, alors bien sûr, on n'a pas construit l'outil numérique lui-même, on a utilisé l'outil que nous utilisons ce soir, hein, l'outil Zoom, pour ne pas le nommer, mais la façon que nous avons construit ces ateliers, ces e-ateliers, c'est de la même façon qu'on démarre chaque projet, en tout cas à l'AFH depuis un certain nombre d'années. C'est on fait un recueil des besoins auprès des personnes et où on va dans la littérature voir ce qui existe par rapport à l'objectif, à l'atelier qu'on veut mettre en place. Et puis ensuite, on va rassembler un groupe de personnes multidisciplinaires avec des patients en ressources, avec des professionnels de santé, avec des ingénieurs en ETP, là pour un sujet en ETP, avec des personnes aussi maîtrisant les outils numériques. Parce que là, ce que vous ne voyez pas ce soir, c'est qu'il y a Fabrice, il y a Monsieur Négrier, il y a d'autres personnes devant vous qui présentent des sujets, mais derrière, il y a une personne ou deux qui nous aident à gérer un petit peu tout ce côté logistique, numérique pour que tout se passe bien. Et c'est ça aussi, on a besoin dans ces nouveaux moyens, nouveaux outils numériques, on a besoin de cette connaissance, de cette assistance pour bien faire les choses. Et puis ensuite, donc on détermine les objectifs, on construit le déroulé pédagogique avec les outils d'animation. Donc là, c'était dans le contexte de ces 2 ateliers. Avant, on fait des tests, bien sûr, une fois que c'est construit, les objectifs et le déroulé de l'animation du pédagogique, on fait des tests. On a fait des tests avec des patients parents ressources et des professionnels de santé. On adapte si besoin, parce que voilà, c'est à travers les tests, différentes étapes qu'on adapte l'outil et le déroulé et l'objectif aussi, s'il faut. Ensuite, on a fait aussi, bien sûr, une formation des intervenants, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. On essaie de se mettre dans des conditions réelles et pour faire une formation et puis pour que les gens puissent se sentir à l'aise dans les ateliers. Et puis ensuite, on fait une mise en œuvre des actions et une diffusion des outils. Donc voilà, ça c'est un exemple que comment nous, à l'AFH, on utilise ces outils numériques, on l'applique. Voilà, ça c'est un exemple de 2 ateliers, mais il y en a bien d'autres. Il y a un atelier aussi qui est en cours de développement qui devrait bientôt être finalisé sur comment bien suivre sa téléconsultation. Voilà, on a bien vu qu'avec le Covid, la téléconsultation, la visioconférence en téléconsultation s'est beaucoup développée. Donc, il y a aussi, voilà, ça va être un outil à l'aide pour comment bien faire une téléconsultation. Donc, un atelier qui sera bientôt disponible. Voilà, maintenant, je laisse la parole au professeur Claude Négrier qui va vous expliquer un petit peu plus le projet spécifique du carnet de suivi numérique dont l'AFH est complètement impliqué dans ce travail, ainsi que France Coag ensuite
par Pascal Auquier. Je vais maintenant donner la parole à Claude Négrier, qui est coordinateur, qui a beaucoup de titres, mais qui là est là en tant que coordinateur, médecin coordinateur de la filière maladie hémorragique constitutionnelle, avec son petit nom courant qui est MEMO. Monsieur Négrier, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Pilorget. Juste quelques instants pour partager le bon écran et en mode de présentation. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous présenter un peu le travail qui a été réalisé depuis un certain nombre de mois aujourd'hui autour de ce carnet de santé numérique. Je suis donc médecin au CHU de Lyon et coordonnateur du centre de référence de l'hémophilie et de la filière de santé MEMO, dont je vais vous parler un tout petit peu, puisque 50% d'entre vous à peu près ignorent la manière dont elle est constituée et peut-être ce à quoi elle sert. Néanmoins, l'objectif de ce soir est principalement de vous parler du carnet de santé numérique. Alors, ce n'est pas une idée absolument révolutionnaire que nous avons eue un jour de l'année passée. C'est un moyen de communication qui est utilisé peut-être plus abondamment dans les pays anglo-saxons. Le premier, à ma connaissance, qui a été mis en place s'appelle InTrack, qui a été mis en place en Angleterre. Puis ensuite, les Australiens ont suivi. L'outil australien qui avait été présenté lors du congrès de la Fédération mondiale de l'hémophilie il y a quelques années en arrière à Melbourne a été diffusé au Canada. Et en définitive, beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde, notamment anglo-saxon, utilisent le carnet de santé numérique. À quoi servent ces carnets de santé? Eh bien, c'est un élément de facilitation de l'interaction entre les centres de traitement et les patients qui, comme vous le savez bien évidemment, sont de plus en plus acteurs, détenteurs de leurs données de santé. Et il faut bien le reconnaître, je pense que c'est une évolution finalement qui est favorable parce qu'elle démontre que la prise en charge médicale de cette maladie a évolué dans un sens favorable. Ils sont quand même de moins en moins enclins à se rendre dans les structures hospitalières, les structures de soins, pour leur suivi ou pour voir le pharmacien qui leur délivre leurs médicaments aujourd'hui. Et cet objectif de suivi et d'aide à distance est à plusieurs égards facilité par la mise en place d'un outil digital ou numérique. Les risques qui sont liés à une autonomie qui n'est pas obligatoirement maîtrisée par tous sont réels sur un plan médical et cette autonomie est en voie d'accélération. Donc, il ne faudrait pas avoir un effet ciseau, mais au contraire une synergie entre les différentes évolutions historiques qui se déroulent. Et bien sûr, en période de confinement, là où les gens sont obligés de rester chez eux et n'ont pas forcément envie ou intérêt de venir à l'hôpital, c'est un outil de maintien d'une relation professionnelle et qui peut être particulièrement intéressante. On a vu au travers de la téléconsultation, par exemple, l'utilisation des outils numériques en consultation. Les fonctions de ce carnet numérique ne sont absolument pas figées. On n'est pas du tout en train de construire une pyramide qui a pour vocation de durer quelques siècles. Les évolutions sont notables. L'utilisation des stocks aujourd'hui, je pense qu'il est rébarbatif pour tout le monde. Autrefois, d'écrire le numéro de lot sur le carnet papier, aujourd'hui de coller l'étiquette sur le carnet papier. Si on peut flasher simplement avec un smartphone le code qu'on appelle le data matrix, qui pourrait être envoyé directement à la pharmacie du lieu où vous allez retirer le médicament. Je pense que tout ça peut être facilitant et on verra d'autres applications. Donc, pour quelles raisons? Il y en a de multiples. Néanmoins, une fois qu'on a vu le pourquoi, c'est pour qui? Pour qui, c'est un objectif qui est double. En premier lieu, à mes yeux en tout cas, c'est pour les patients atteints de maladies hémorragiques constitutionnelles. Cette mise à disposition est un outil dont les anglo-saxons et plus récemment nos collègues allemands ont publié des bénéfices en termes de maintien d'un lien et d'un suivi thérapeutique adapté avec les personnes présentant ce type de pathologie ou leurs aidants. Il ne faut pas oublier les aidants, bien évidemment. On peut envisager de faire évoluer, comme M. Géraud l'a indiqué, les connaissances autour de ces maladies. Je pense que personne ne peut avoir la prétention de connaître l'ensemble des choses qui concernent les patients et leurs maladies. Et puis, c'est un élément qui, à mes yeux, peut avoir
un intérêt très particulier pour repérer plus facilement les phases qu'on appelle les phases de rupture, c'est-à-dire les phases à risque dans lesquelles parfois les patients peuvent se trouver sans même s'en rendre compte ou avec simplement de petits signes qui pourraient passer inaperçus. Alors, ce sont donc de nouveaux besoins et accompagnant de nouvelles opportunités. Les besoins de la communauté, vous les a cités, je ne reviens pas dessus. Il y a des besoins qui sont liés aux innovations thérapeutiques, par exemple les thérapeutiques innovantes, qu'il s'agisse de thérapie génique, de mise sur le marché des misizumab, ont une conséquence tout à fait naturelle à mes yeux, qui est d'avoir une tendance à éloigner les patients de leur structure de soins. Et c'est ainsi, il faut trouver le bon lien pour pouvoir maintenir ce lien qui est, à mes yeux, une sécurité vis-à-vis du patient et du bon usage du médicament. Et puis, il y a de multiples opportunités offertes par le digital en santé, avec l'amélioration de la prise en charge, la communication simplifiée et puis cet accompagnement vers l'autonomie dont on parlait tout à l'heure et que Nicolas Giraud vous a indiqué. Alors, je ne vais pas vous décrire la structure de la filière NEMO parce qu'elle est un peu complexe, simplement vous parler de deux choses. Premièrement, cet ensemble que vous voyez là est un rapprochement de 3 centres de référence dans le cadre du plan national maladies rares édicté par le gouvernement il y a une bonne dizaine d'années, qui comporte donc le centre de référence de l'hémophilie et des autres déficits constitutionnels en protéines de coagulation, le centre de référence de la maladie vibrante et le centre de référence des pathologies plaquettaires. Aujourd'hui, nous avons... Monsieur Négrier, je vais me permettre, il faut que vous vous rapprochiez du micro parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont un peu de mal à entendre. Alors, je peux guère me rapprocher plus du micro, à moins d'enlever le casque, mais je peux essayer de parler plus fort si effectivement le son est un peu insuffisant. On va vous parler ce soir également du registre France Coag. Ça, c'est Pascal Auquier qui va le faire. Il faut que vous sachiez que cet ensemble un peu complexe est un ensemble qui fonctionne à l'échelle locale, qui est celui de la ville dans laquelle vous habitez, à l'échelle des régions également, à l'échelle de la nation et puis aujourd'hui également à l'échelle de l'Europe. Il existe des réseaux européens de référence, dont l'un qui s'occupe de maladies hématologiques rares. Si l'on s'attache à avoir une représentation nationale des structures de soins aujourd'hui répertoriées pour les maladies hémorragiques constitutionnelles, vous voyez qu'on a une assez bonne couverture de l'Hexagone et des zones ultramarines de la même manière. Cette possibilité, ce réseau, ce maillage finalement qui existe, peut vous permettre, si, je ne sais pas, vous habitez à Lille et que vous vous dirigez vers Montpellier, bien de regarder sur le parcours que vous comptez faire au travers d'un site qui est celui, par exemple, de la filière MEMO ou celui de la FH, un peu les centres de traitement au cas où un accident hémorragique surviendrait que vous pouvez croiser. Et puis, si vous oubliez de le faire, de la même manière, nous avons créé une petite application mobile téléchargeable sur smartphone et Go, le AND étant le petit sigle entrelacé ici, qui là vous géolocalise et vous dit si vous avez un problème, on vous propose d'aller dans tel centre qui est le plus près de l'endroit où vous vous trouvez sur ce trajet entre Lille et Montpellier. Donc il y a des petites choses facilement utilisables. Alors le paysage un petit peu du système d'information que nous avons souhaité construire est centré sur un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui, sur cette partie centrale, je ne vais pas tout vous détailler parce que ça nous entraînerait un petit peu loin, correspond aux structures permettant le fonctionnement du carnet de santé numérique ou digital comme vous voulez. Le dossier patient informatisé de vos hôpitaux aujourd'hui, je pense, capture la plupart des informations lors de vos consultations. Nous avons une interaction forte, bien sûr, avec la base de données, le registre France Coag. Puis le ministère de la Santé nous demande de renseigner d'autres registres autour des maladies rares. Et je vais simplement passer une diapo sur France Coag et une diapo sur NEMO parce que je pense que ça peut avoir également un intérêt pour vous. Donc France Coag, c'est ce registre épidémiologique qui a été construit il y a maintenant plusieurs années, qui fonctionne très très bien, qui est maintenu par le CHU de Marseille. Hervé Chambos et Pascal Auquier en sont les co-coordonnateurs. Et vous voyez qu'il y a en France
finalement un nombre assez important de personnes qui sont, entre guillemets, enregistrées de manière anonymisée, bien sûr, dans ce registre franco-coac, puisqu'il y en a plus de 12 000, les hémophiles représentant la portion la plus importante. La filière de santé mémo a pensé qu'il était utile de mettre à disposition, dans un premier temps, des hématologues, dans un second temps, probablement des systèmes d'urgence français, une fiche très simplifiée avec très peu d'éléments, simplement des éléments nécessaires en cas d'accident et de perte de conscience sur un trajet entre, je reprends l'exemple de tout à l'heure, entre Lille et Montpellier. Les déplacements en voiture se font, les accidents de la voie publique existent pour tout le monde et de temps en temps, les gens ne sont pas conscients où il n'y a pas d'accompagnant pour donner les informations nécessaires pour un traitement d'urgence ou une chirurgie d'urgence. Et bien, ce type de choses, par exemple, permettra d'avoir à disposition l'ensemble des éléments médicaux nécessaires pour vous traiter dans de bonnes conditions. J'en viens maintenant au carnet de santé digital ou numérique. Comme vous l'a dit M. Giraud, il y a eu des enquêtes d'opinion, en quelque sorte, auprès des patients et des aidants, auprès des professionnels de santé, de manière à savoir quel était leur ressenti vis-à-vis de la mise en place d'un outil de cette nature afin de ne pas se tromper et de ne pas travailler pour rien. Donc, vous voyez que les réponses sont tout à fait favorables, avec une préférence de l'ordinateur pour les professionnels de santé, parce que sur un écran un peu grand, ça permet d'avoir plus d'informations. Et pour les patients et les aidants, c'est le smartphone qui est privilégié pour la mobilité et la facilité d'utilisation. Alors, un cahier des charges a été fait après cette analyse des besoins. Un appel d'offres a été réalisé et des solutions de partenaires potentiels sont apparues en fonction de ce cahier des charges. Un grand merci au groupe de pilotage de ce carnet de santé numérique constitué d'un pharmacien, Valérie Charmois, avec laquelle je travaille, Nicolas Giraud, Sandrine van der Zip, qui est notre ingénieure informatique, parce qu'on parle d'éléments numériques et d'informatique, et la chef de projet de la filière mémo, qui est Stéphanie Ringenbach. Alors, ce cahier des charges a été assez détaillé. Il est hors de question de lire ou même de commenter tout ce qui est écrit sur cette diapositive, mais vous voyez qu'il y a, on a pris en charge, enfin, en considération les informations générales, le cadre technologique, comment les données patients sont-elles gérées, quel est le cadre réglementaire au niveau français, si on contractualise avec un prestataire externe, comment faut-il le faire, quelle est l'utilisation et l'adaptation ultérieure de la solution que l'on aura retenue. Donc nous en sommes à ce choix-là. Un premier tri, en quelque sorte, a été fait lors d'un comité élargi avec des personnes représentant à la fois le côté malade et le côté des professionnels de santé. Les deux solutions aujourd'hui sont en concurrence, en quelque sorte. Une première, aucune n'est française. La première solution présélectionnée pour un nom Vastepric. Vastepric, c'est une entité qui est une entité néerlandaise qui a été construite et déployée en Hollande il n'y a pas très longtemps en définitive et qui est développée par une société informatique qui s'appelle Bradfish. Donc, elle fournit une plateforme qui est sécurisée à la fois pour les patients et les professionnels de santé avec des fonctionnalités qui nous sont apparues essentielles comme scanner le code barre des médicaments pour enregistrer directement le médicament qu'on va utiliser, enregistrer les saignements, gérer ses stocks. Ce n'est pas inutile de gérer les stocks. Ça paraît un peu trivial de le dire comme ça, mais on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes voient tout d'un coup le vendredi soir que leur stock arrive à épuisement et parfois ce sont même des professionnels de santé à qui ce type d'événement arrive. Pour le week-end, ils ont prévu notamment une activité un petit peu physique. Ça vous permet de suivre les saignements, ça permet de suivre un petit peu les graphes qui correspondent à ces saignements. Alors aujourd'hui, le nombre de personnes qui l'utilisent n'est pas énorme, mais une fois de plus, l'application est limitée au territoire néerlandais pour l'instant. Il y a plus de 500 personnes, alors peut-être que ceci mériterait d'être actualisé, peut-être qu'il y en a à 600. La structure qui permet de rejoindre la solution Vastepric développée par la société Brightfish
et les centres de traitement est un peu complexe. Et nous ne sommes pas sûrs aujourd'hui qu'elle puisse s'appliquer au modèle réglementaire français. Mais en tout cas, c'est une solution qui a utilisé de l'argent public et de l'argent privé des sociétés pharmaceutiques pour la construction et qui nécessite également quelques sous pour l'entretien annuel de cette solution. Le deuxième modèle qui a été présélectionné s'appelle HemoAssist. HemoAssist est une solution qui a été développée en Allemagne avec l'aide d'un sponsor industriel unique qui est indiqué ici. Et l'interface a été réalisée par une structure qui s'appelle StatsConsult, qui est une structure indépendante totalement de Pfizer qui existait auparavant et qui, je l'espère pour eux en tout cas, persistera longtemps, y compris avec la crise sanitaire, qui est vraiment une entité totalement sécurisée qui répond absolument aux normes non seulement allemandes, mais également européennes, avec des fonctionnalités qui, comme vous le voyez, sont à peu près similaires, peut-être un petit peu plus riches aujourd'hui, mais cette solution-là est plus ancienne pour le suivi de l'utilisation des médicaments, des accidents hémorragiques. Et vous voyez sur le smartphone ici, par exemple, s'il y a une hémarthrose du genou qui se produit, il suffit de cliquer ici sur le genou gauche pour indiquer qu'on a une hémarthrose du genou gauche, etc., etc. On peut prendre des photos également. Un certain nombre de fonctionnalités sont, à mes yeux, tout à fait intéressantes. Les deux applications ne sont pas très, très éloignées l'une de l'autre. Au demeurant, il y a beaucoup de points de rapprochement. C'est pour ça également que nous les avons sélectionnés, présélectionnés, et nous n'en retiendrons bien sûr qu'une seule dans les mois qui viennent. Le nombre d'utilisateurs est plus important, mais la solution est plus ancienne que la précédente. Et vous le voyez, aujourd'hui, 1600 patients utilisent de manière pas quotidienne, mais régulière en tout cas, cette solution-là. Elle a été déployée également dans certains centres, pas sur l'ensemble du territoire, mais dans certains gros centres en Espagne. Donc, il y a une espèce de binationalité entre l'Allemagne et l'Espagne qui aujourd'hui existe. Et bien évidemment, il serait très heureux d'y associer une troisième nationalité, qui serait la France. Comme vous l'a dit M. Giraud, personnellement, le temps que je consacre à mes différentes activités médicales est assez limité et en tout cas, j'ai même du mal dans une journée de travail à faire tout ce que j'ai prévu de faire. Peut-être suis-je insuffisamment organisé. En tout cas, il y a une chose que j'aurais pu absolument, serait de ressaisir le même type d'informations sur l'ensemble de cette structure complexe dont je vous ai parlé. Et comme cela a été dit, les liens entre les différentes structures, les passerelles et les échanges peuvent pouvoir se mettre en place de manière automatisée. Quand on saisit l'identité dans nos dossiers patients informatisés d'un patient nouveau, par exemple, eh bien, la chose la plus logique à laquelle on pourrait penser, c'est que cette identité puisse passer dans le carnet de santé digital, dans France Coag, dans le registre maladies rares, dans le registre urgence NEMO également, et que nous n'ayons pas à ressaisir 4 fois la même chose. Alors, ça paraît très, très simple sur ce schéma. En fait, pour pouvoir mettre en place ces interfaces entre les différentes applications, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons embauché un ingénieur informatique, Sandrine van der Zip, pour nous aider dans ces différentes tâches. Mais ça, c'est le schéma, n'est pas le schéma final, comme je vous l'ai dit, c'est une construction qui n'est pas une pyramide destinée à vivre quelques millénaires, mais qui est au contraire une structure de base à partir de laquelle des évolutions multiples se feront. Certaines, on peut les pressentir, type de lien avec les données, par exemple, de la pharmacie. D'autres, on ne les imagine peut-être même pas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une application ouverte qui se fait là, avec les patients, pour reprendre le thème de cette session, qui se fait de manière efficace, qui se déroule avec un objectif commun qui est d'aboutir à la mise en place d'un outil qui puisse servir tant aux personnes souffrant d'une maladie hémorragique constitutionnelle, quelle qu'elle soit,
même s'il y a une espèce de dominante hémophilie, c'est pour toutes les maladies hémorragiques constitutionnelles, incluant la maladie de Willebrand, incluant toutes les pathologies plaquettaires que nous travaillons. Et avec cet espoir d'interopérabilité, pour reprendre un terme cher aux informaticiens, malheureusement qui n'est pas toujours mis en place de manière aussi simple que cela et aussi fluide que cela, c'est cette interopérabilité que nous visons et l'évolution de ce système dont l'organigramme peut vous paraître un petit peu complexe, mais qui répond, je crois, aux objectifs et aux besoins que nous nous sommes fixés. Je vais donc m'arrêter là, vous remercie de votre attention, laisser la parole à Pascal Auquier ou à avoir des questions. Je n'ai pas pu regarder le chat dans l'intervalle. Ce sera comme vous le souhaitez. Merci de cette présentation. Comme on l'a vu ensemble et comme je pense que ça vous a été rappelé au début de la session, on va prendre une dizaine de minutes pour des questions d'éclaircissement et de compréhension. Certaines ont déjà été posées sur le chat, donc je vais les relayer. Il y a une question sur la, sur la fiche urgence. Il est demandé si elle est d'abord à destination des professionnels ou des patients. Et du coup, est-ce que vous pouvez en expliquer un peu le fonctionnement? Oui, tout à fait. Son objectif est d'atteindre les deux cibles, c'est-à-dire que le professionnel de santé, s'il n'a pas en face de lui un malade souffrant de maladie hémorragique constitutionnelle qui a eu un accident de la voie publique, je reprends cet exemple, mais il peut y en avoir d'autres, n'a aucun intérêt à aller consulter cette application. Par contre, il n'est pas rare que les cartes d'hémophile qui devraient se trouver, comme vous le savez, dans le portefeuille, même au petit format qui a été mis en place par la filière et par la DGOS, ne soient pas présents dans le portefeuille et que la personne soit seule dans sa voiture ou avec un minimum d'informations qui puisse permettre aux professionnels de santé de pouvoir répondre à un besoin thérapeutique urgent. Donc, pour moi, cette application, elle doit servir aux deux, et ni plus aux professionnels de santé, ni moins aux patients. C'est un outil qui peut sauver la vie d'un patient quand même. Une autre question sur l'application, l'outil qui est développé. On nous demande finalement pourquoi s'appuyer sur une application préexistante alors que finalement, par rapport à ce que vous présentez, on pourrait imaginer des améliorations, soit en termes de fonctionnalité, soit en termes de design, notamment le caractère intuitif de l'outil qui permettrait une meilleure appropriation par les patients. Comment vous en êtes venu à fixer vos choix sur certaines applications existantes? Comme je vous l'ai dit, nous avons construit un cahier des charges assez précis qui a permis de présélectionner les deux outils. Mais pourquoi s'appuyer sur une application préexistante? Pour deux raisons. La première, c'est que d'autres avaient inventé la roue avant nous et l'avaient mise en place. Je reprends cet exemple de l'application numérique dont il s'agit, bien évidemment. La deuxième, c'est que pour développer une telle application, il faut quelques mois, si ce n'est années de travail. Et la troisième raison, c'est qu'il faut quelques centaines de milliers d'euros, voire 2 millions d'euros. Donc, pour ces trois raisons-là, il nous a paru plus facile, compte tenu d'un agenda qui est un agenda évolutif, mais le calendrier fait qu'on ne peut pas passer 10 ans à réfléchir à la plus belle application du monde, de s'appuyer sur des choses qui existaient déjà et semblaient fonctionner et répondre à nos besoins dans d'autres pays européens. Très bien, merci. Il y a aussi une question sur les garanties qu'on peut imaginer en termes de protection des données personnelles des personnes et des usagers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe aujourd'hui à la fois une réglementation européenne vis-à-vis de la protection des données personnelles, qui s'appelle la RGPD de son petit nom, cette réglementation, que la déclinaison nationale avec les différents systèmes réglementaires
qui ont été mises en place autour de la sécurité numérique et notamment les données de santé nominative des personnes sont en France extrêmement rigides et extrêmement protectrices, ce qui est très bien. Hein, au demeurant, ce n'est pas du tout une critique. Et les deux outils qui ont été présélectionnés répondent a priori en tout point à ces éléments réglementaires nationaux. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de risque particulier, qu'il puisse y avoir une espèce d'échappement. Tout cela est naturellement anonymisé. Ce n'est pas le nom de la personne en dur qui est rentré dans l'application. C'est un code informatique généré en fonction du nom de la personne. Donc, on a toujours la crainte légitime qu'il puisse y avoir une divulgation nominative de tel ou tel aspect. C'est pas a priori, ce n'est pas le cas. La réglementation est très, très protectrice vis-à-vis de cet élément-là. Très bien. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce futur carnet de santé? Oui, pardon, il y en a une sur la date prévisible de lancement et de mise à disposition du carnet de santé. Alors, cette date prévisible, l'idéal aurait été qu'elle soit disponible pour la fin d'année, au début de l'année prochaine. C'était en tout cas mon souhait parce que j'imaginais que l'évolution naturelle et historique des choses allait faire qu'il y ait un médicament qui avait toutes les autorisations, pour être disponible en ville et qui soit disponible en ville et de ce fait commence à créer cet effet d'éloignement entre la structure de soins et le patient. Quand je rajoutais à cela la crise sanitaire Covid, dont on pouvait quand même assez facilement imaginer qu'après le printemps, il n'y ait pas une extinction du virus, mais au contraire, peut-être une mise en sommeil et une réapparition, contribuait également, pour des raisons totalement différentes, à éloigner ou avoir tendance à éloigner les patients des structures de soins. Donc, j'aurais souhaité qu'il puisse y avoir une mise en fonction de cette application pour la fin d'année. Nous n'y serons pas. Alors, nous n'allons pas presser la machine au risque de faire exploser la chaudière, mais nous hâter de manière raisonnable pour mettre à disposition cette application pour l'ensemble du territoire le plus rapidement possible. C'est très difficile de vous donner une date, on ne peut pas presser les choses, mais il faut quand même les mettre en place rapidement si l'on veut éviter pour les malades des ennuis éventuels. Quand je parle d'ennuis éventuels, ce sont les ennuis médicaux, hein, bien sûr. Merci, Monsieur Négrier. Vous avez posé un certain nombre d'autres questions qu'on a collectées et qu'on essayera de colliger pour les mettre ensemble à la fin de la session. Juste avant de passer à l'intervention de Pascal Auquier, qui est le co-coordinateur scientifique du registre France Coag, on va avoir un nouveau petit sondage. Dans cette petite musique sympathique, je peux peut-être répondre à une question que m'avait transmise Émilie Cotta, qui était de savoir si France Coag et le carnet numérique ne s'opposaient pas. Non, ils se complètent en fait. Leurs objectifs sont complémentaires et ce n'est pas du tout une opposition, c'est une complémentarité. Donc voilà, je pense que merci Monsieur Négrier pour cette précision. Pascal Auquier fasse sa présentation qui s'appelle France Coag, oui, mais pas sans les patients. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce congrès, même s'il est virtuel, y ayant déjà participé. Si j'étais un petit peu taquin, je dirais que
Au regard du sondage, je ne sais pas s'il est absolument indispensable de présenter France Coag. Je suis assez étonné du résultat. Pour autant, enfin, ce n'est pas tout à fait de façon anodine que le titre est suffixé oui, mais avec les patients. Et peut-être que ce volet-là est peut-être plus lointain pour la collectivité. Alors, pour les 20% peut-être qui, je vais faire assez rapidement, pour les 20% qui situeraient mal France Coag, c'est un vieux dispositif. C'est un vieux dispositif parce qu'il a été mis en place en 1994 à une période qui était compliquée. Ça ne s'appelait pas France Coag, ça s'appelait le Système thérapeutique national des hémophiles. C'est un projet, c'est un dossier qui a été porté par l'INSERM, dans lequel la collection de l'information concernait que des patients qui étaient des patients hémophiles. Puis en 2004, en fait, ce réseau SNH a été porté en fait par l'Institut national de veille sanitaire, qui aujourd'hui est la Société française de santé publique. C'est pas grave. Et en fait, ce portage en fait a permis l'extension aux maladies de Willebrand et aux pathologies rares de la coagulation. Ça a été porté pendant une dizaine d'années. Et en 2014, en fait, la question qui s'est posée, parce que l'INVS est une agence dépendante du ministère de la Santé, et en fait, la question qui a été posée par le ministère de la Santé et par la Cour des comptes est que finalement, en fait, ce que faisait l'Institut national de veille sanitaire dans le portage de ce dossier ne répondait pas aux missions de l'INVS. Et donc, c'est posé la question de faire porter ce dossier par d'autres acteurs. Donc, il y a eu une mission qui a été assez longue sur la recherche de porteurs, d'expression de candidature, et au terme de, c'est peut-être pas tout à fait 3 années, mais de 2 années et demie, le réseau France Coag a été confié en fait à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, ce qui permet pour une fois de décentraliser un petit peu quelque chose. Et on en a confié la responsabilité scientifique à Hervé Chambost, qui est professeur en hématologie pédiatrique, et à moi-même, qui ne suis absolument pas soignant, puisque je suis un enseignant de santé, enfin, je suis médecin de santé publique, et donc probablement plus éloigné d'un certain nombre de considérations très pratiques. Les objectifs de toute façon de France Coag, historiquement, n'ont pas vraiment changé au fil du temps, c'est-à-dire que l'arrière-pensée, c'est quand même d'avoir des éléments de surveillance épidémiologique pour essayer de comprendre quelles sont l'importance en fait du nombre de cas qu'il peut y avoir en France, de leur répartition géographique. Bien évidemment, dès le début, la question de la veille sanitaire autour de la prévention des risques thérapeutiques principaux a été au centre de la constitution en fait de ce dispositif, mais aussi l'arrière-pensée de dire en fait que ce dispositif doit servir en fait la recherche par l'organisation de suivi dynamique. Alors, au moment où le projet est porté et change de porteur, effectivement, le France Coag, c'est un vieux dispositif avec plein de choses extrêmement positives à l'intérieur. Vraiment, on récupère un dispositif dans lequel il y a déjà 9000 patients. Claude Nigrier, tout à l'heure, soulignait qu'actuellement, dans France Coag, il y a plus de 12 000 patients. Ils ont été constitués, enfin, cette collection, elle est constituée depuis longtemps. C'est une collection d'informations qui sont à la fois des données vraiment qui sont remontées par des cliniciens de la clinique et de la biologie. C'est fourni par les cliniciens. C'est vrai que le constat, en fait, était quand même de dire que les contenus, en fait, et les informations qu'on recueillait, si elles avaient été tout à fait bien pensées en 1994, certaines nécessitaient d'être revues. Mais aussi le périmètre en fait des pathologies qui lui aussi a été revu au fil du temps. On a vu que France Coag débute uniquement sur l'hémophilie, puis il intègre les maladies de Willebrand, certaines pathologies rares hémorragiques, mais c'est vrai que par exemple il n'y avait pas certaines pathologies plaquettaires. Donc ça c'est une question que l'on a essayé de traiter.
mais il y avait aussi d'autres constats. Le constat d'absence, et qui a aussi été un engagement en fait dans le fait de confier France Coag à l'assistance publique, était un constat d'absence de remontée d'informations dans le système, qui soient des informations qui soient plus proches des patients et qui traduisent mieux de l'impact en fait des pathologies ou de la pathologie dans la vie de tous les jours, dans la cellule familiale, etc. Et donc, il nous est apparu comme une nécessité en fait de réfléchir en fait à documenter ces aspects-là. Et puis l'autre chose aussi qui nous a paru particulièrement absente, c'est que si l'on a en fait de l'information très centrée dans France Coag, historiquement sur l'utilisation des thérapeutiques, il n'y a quand même pas toute l'information qui est connexe sur la consommation de soins qui peut traduire d'autres éléments. Et donc là aussi, on s'est dit qu'il y avait un vide qu'il fallait essayer de combler. Donc, en fait, France Coag, aujourd'hui, c'est à la fois des informations cliniques et biologiques qui remontent par le biais des centres de soins et de ressources dans lesquels vous allez, bien évidemment. La volonté, c'est de faire remonter de l'information patient, mais aussi de collecter dans ce qui est collectable de l'information qui est disponible dans les bases de l'assurance maladie sur les consommations de soins qui permettront de mieux décrire en fait les parcours de soins. Donc, il y a un petit coup de jeûne. Et puis, ce n'est pas pour que cela soit fonctionnel. C'est vrai qu'il y a eu une volonté en fait de redéfinir des instances de gouvernance, alors qui vont être déclinées par un comité de pilotage, un conseil scientifique, un bureau qui fait tourner un petit peu les choses. Mais à tous les étages en fait de la gouvernance, il y a eu la volonté très claire, et elle est objective aujourd'hui, d'associer les patients, puisque l'AFH participe à chacune et est représentée à chacune elle est représentée à chacune des instances de la gouvernance et elle y participe activement. Et le deuxième souci, qui a été évoqué d'ailleurs préalablement par Claude Négrier en réponse à des questions qui étaient posées, c'est que France Coag était en situation réglementaire dans le cadre d'une réglementation qui était effective en 2017, mais que depuis, effectivement, le RGPD s'est mis en place et qu'il y a une vraie volonté d'être en conformité de telle façon à protéger des données qui sont bien des données qui viennent des patients et qui sont des informations individuelles. Et il est essentiel en fait que ces données ne sortent pas et ne soient pas divulguées pour nous. Donc, on fait tout pour cela. Alors, en pratique, en fait, quand on dit on a réfléchi dans un premier temps à bien redéfinir un petit peu ce que l'on voulait, les périmètres sur lesquels on voulait travailler, aujourd'hui, France Coag, effectivement, récupère de l'information sur les hémophiles, sur les maladies de Willebrand, sur les déficits rares, commence à récupérer de l'information sur les pathologies plaquettaires, et puis on différencie, en fait, à l'intérieur de ces différents groupes, des sous-groupes en fonction de la sévérité, de l'expression de la pathologie. Et derrière, l'objectif, ce qui était déjà le cas pour certains sous-groupes, est d'organiser des suivis qui soient un peu systématisés pour certains patients tous les ans, enfin, des suivis, des remontées d'informations qui soient systématisées, parce que les suivis existent, des remontées d'informations qui puissent avoir lieu pour certains profils de patients tous les ans, pour d'autres tous les 4 ans, pour certains tous les 2 ans. Donc ça, c'est l'organisation qui est proposée. Alors, on dit il faut rajouter des données patients. Ceci mis à part, légitimement, moi, je serais patient, je dirais oui, d'accord, vous êtes très, très gentil, mais des données patients définies par qui et puis lesquelles? Alors, définies par qui? Pour être transparent, voilà, il y a
d'une part, les données cliniques ont été révisées et ont été révisées avec les cliniciens. Et puis, à un moment, quand il a fallu parler des données patients, ceux qui étaient légitimes pour travailler, c'était un groupe de travail dans lequel il y a les représentants des patients. Donc, il y a un groupe de travail qui a été monté et animé, il n'y a pas de « E » d'ailleurs, par l'AFH. Il y a eu à peu près 6 réunions entre 2019, je ne parle pas de réunions un peu informelles, connexes, mais enfin de 6 réunions réellement très structurantes entre 2019 et 2020 qui ont permis d'arriver à une proposition qui a été soumise et à la fois au conseil scientifique et au comité de pilotage pour validation. Et concernant en fait le contenu, les choix qui ont été faits, c'était d'imaginer que dans le cadre en fait des suivis, en tout cas de la remontée systématisée de l'information régulière, il y ait des questions systématiques qui soient proposées, mais que là aussi on puisse se réserver le droit de lancer des questions spécifiques au travers d'enquêtes ponctuelles. Alors sur les questions systématiques, aujourd'hui, ce qui est arrêté en faisant simple, c'est un questionnaire dans lequel il n'y a d'ailleurs pas 6 modules, mais si je recompte bien 8, qui vont explorer la scolarité, le travail, la couverture sociale, les ressources, l'activité physique, les événements de vie, des éléments sur l'état de santé documentés par le patient et pas par les soignants, des éléments sur la prise en charge de la santé et puis des éléments sur la qualité de vie, en sachant que les répondants, c'est assez simple, les répondants, ils sont fonction de l'âge, c'est-à-dire que pour les plus jeunes et qui ne peuvent pas répondre, les parents vont se substituer. Quand des enfants et des adolescents sont en capacité de répondre, et les enfants et les parents peuvent répondre. Et puis quand le sujet est adulte, il est adulte et il répond lui-même. Et puis, parallèlement, France Coag souhaite pouvoir développer des études dites ad hoc à un moment donné sur des questions d'intérêt qui ne nécessitent pas nécessairement d'être répétées. Et là, on voit très bien, dans le premier volet, on voit très bien la place, compris les patients, mais dans le deuxième volet, encore plus, parce que ça permettra effectivement d'être extrêmement réactif sur des questions ponctuelles sur lesquelles on souhaite avoir des réponses assez claires rapidement. Alors, j'avais mis une petite illustration et comme Claude Négrier, je ne pense pas que ça soit particulièrement opportun, mais il n'y a pas de souci pour… premièrement, ce sont des documents dont dispose la FH et je pense qu'ils pourraient être diffusables. Voilà, j'avais juste extrait une partie qui parle de la prise en charge et des questions qu'on pose autour de la prise en charge. Donc, on ne va pas les lister toutes. Alors, j'ai fait juste un tout petit focus, je crois, au tout début sur… on pose des questions, par exemple, sur les difficultés pour se rendre à un centre de traitement spécialisé, c'est-à-dire ça questionne l'accessibilité en fait des centres et l'éloignement et les disparités de traitement qui peuvent exister ou le temps que l'on peut pouvoir mettre pour se rendre à la pharmacie hospitalière pour des délivrances de médicaments en rétrocession quand on est dans ce cadre-là. Donc, c'est vrai que ce sont des questions qui spontanément ne vont pas remonter ou de l'information qui ne va pas remonter par le biais de la collection classique, par les cliniciens et par les cliniciens sur des données qui sont cliniques et des données qui sont biologiques. Alors, après, on va me dire, mais France Coag, c'est pour faire quoi? Alors, d'une façon générale, oui, on est toujours dans le même cadre. On est dans de la surveillance épidémiologique, on veut faire de la veille sanitaire, on veut lancer de la recherche. Alors, la recherche, on peut en faire sur beaucoup de choses. Ça peut concerner des éléments de pharmacovigilance, ça peut concerner des choses qui sont anciennes, mais qui sont toujours actives autour de la surveillance neurologique. Ça peut poser, on peut lancer des recherches sur des problèmes de vigilance par rapport à des risques infectieux, sur des agents émergents. C'est quand même assez actuel aujourd'hui. On peut faire des recherches sur l'utilisation et les consommations de médicaments. Ça permet de vérifier que les pratiques médicales sont les bonnes, savoir si les patients sont adhérents, oui ou non. Et puis, ça permet aussi d'avoir des réseaux d'information un petit peu bidirectionnels entre les patients et les centres de traitement, mais j'y reviendrai un petit peu après. On va me dire, c'est des définitions qui sont un petit peu générales. Aujourd'hui, d'ores et déjà, France Coag, ça produit de l'information. Alors,
ça produit de l'information, c'est peut-être pas celle qui vous préoccupe majoritairement là tout de suite. Donc, on renvoie de l'information aux cliniciens, mais qui est quand même utile à la collectivité. Alors, il y en a énormément. J'ai pris un extrait d'un rapport annuel sur quelles sont les caractéristiques de prise en charge des patients hémophiles A, voilà, en fonction de la sévérité. Et puis, on peut détailler un certain nombre de choses et arriver à identifier qu'effectivement, les formes sévères, la prise de traitement substitutif dans tout le courant de la vie, c'est quand même 99% de la population et ce n'est pas tout à fait la même chose sur les femmes mineures. Donc, on peut avoir beaucoup d'informations qui, quelque part, quand même éclairent le monde soignant et pas uniquement, on y reviendra après, sur le profil des patients, mais il y a aussi des choses qui peuvent être plus proche, et même si aujourd'hui on n'est pas dans un mode de recueil systématisé d'informations auprès des patients, il y a quand même d'ores et déjà soit des projets qui sont en cours de réalisation ou de finalisation, ou de projets qui sont soumis. France Coag en place, il y a par exemple un projet qui est aujourd'hui finalisé sur la transition et comment est vécue la transition par les patients et racontée par les patients. Il y a un projet qui lui aussi est sensiblement finalisé autour de quelle est la réalité de l'insertion professionnelle, qui était centré sur la population des hémophiles sévères et dont on a bien vu récemment dans un contact pour faire du plaidoyer sur de l'assurance que c'était des informations qui seraient probablement extrêmement utiles aux patients hémophiles. Même si ça paraît plus lointain, il y a des projets qui se focalisent sur dire c'est très bien de s'intéresser beaucoup aux maladies hémorragiques rares et aux hémophiles en particulier, mais il y a aussi des répercussions sur la fratrie. Il y a un projet qui est en cours dans lequel on interroge bien des patients. Et puis, de façon plus récente, on a posé des projets sur des propositions de projets sur arriver à mieux détailler les parcours de soins des patients ou le vécu en fait des seniors hémophiles, qui est une vraie question qui a du sens et dans lequel les préoccupations sont par nature pas tout à fait les mêmes, et en quoi l'hémophilie, elle aggrave le fait d'être un senior ou non, ou elle ne l'aggrave pas d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut proposer d'un petit peu intelligent au regard des attentes que pourraient exprimer en fait ces populations-là. Donc, au final, l'arrière-pensée de France Coag, c'est oui, c'est d'éclairer bien sûr de la décision collective, que ce soit de la décision collective publique, des agences, des ministères, etc. Mais la décision collective, ça va éclairer aussi de la décision collective dans l'élaboration d'un plaidoyer qui peut être porté par des soignants, qui peut être porté par des patients. Voilà. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas négliger le deuxième volet. Voilà, les patients vont être amenés à renseigner de façon régulière de l'information, sous réserve qu'ils en soient d'accord. De toute façon, on sera toujours sur le même mode. Au bout d'un moment, c'est de l'information qui est éventuellement utile dans le cadre de la relation patient vers les soignants, afin de, effectivement, ça peut être des outils de communication pour arriver à mieux expliquer pourquoi ça peut être compliqué, pas compliqué, etc. Voilà. En conclusion, j'ai juste rappelé, et j'ai vu que très gentiment Claude Négrier avait utilisé la même diapo. Donc voilà, c'est un dispositif qui est ancien, mais qui vit, voilà. Il a été récupéré avec 9 000 patients. Il y en a aujourd'hui un tout petit peu plus de 12 000. Donc c'est pas du tout à titre personnel, parce que ce n'est pas moi qui l'ai constitué, donc d'accord, c'est un vieux dispositif, mais moi je suis obligé de reconnaître que c'est un des dispositifs de collection d'informations autour des maladies hémorragiques rares, en tout cas hémophilie Willebrand, qui est un des plus importants au niveau international, et que c'est une grande chance d'avoir cette information en France. C'est un dispositif qui se veut ouvert aux patients afin d'éclairer des décisions. Ça permet l'expression des patients et des parents
de patients, parce que c'est aussi un objectif des parents de patients qui vont s'exprimer des fois au titre de leur enfant, mais à terme aussi à leur titre personnel, parce que c'est une cible, entre guillemets, qui peut paraître pertinente. Ça permet de générer effectivement des projets et des enquêtes spécifiques pour répondre un petit peu rapidement à des problématiques. Voilà, la condition, c'est effectivement si les patients adhèrent. Donc, et c'est logique. Voilà. Donc, pour moi, France Coag, c'est un outil, c'est l'outil des patients aussi. C'est historiquement l'outil des soignants, mais c'est l'outil des patients. Et ayant écrit ça, en fait, et en reprenant la conclusion, j'avais marqué comme titre que France Coag, oui, mais avec les patients. Il me semble que c'est oui avec les patients et pour les patients. Voilà. J'espère avoir été à peu près dans les temps et pas trop confus dans la présentation. En tout cas, il y a déjà un certain nombre de questions. J'en profite à dire à tout le monde, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole en mode je parle, n'hésitez pas. Alors, une petite question d'éclaircissement. Vous avez dit échantillon à 1/10. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, il y a une des difficultés dans France Coag, c'est qu'il y a des pathologies. France Coag, en fait, euh, collecte de l'information via du réseau de soins. Et dans le réseau de soins, il est évident en fait qu'il y a des patients qui systématiquement vont être en contact. Il est peu probable de penser, par exemple, que des patients hémophiles sévères ne soient pas entre guillemets captés par le système de soins. Après, dans certaines pathologies comme de l'hémophilie mineure ou certaines formes de Willebrand, on n'a pas du tout la conviction que nécessairement les gens sont tous identifiés. On n'a pas la conviction que ces gens passent nécessairement par des centres de référence et des centres de compétences. Et il est fort possible, en fait, qu'ils soient hors du système de soins. Et quelque part, ce sont des volumes de patients qui sont importants. Donc, sur ces volumes de patients, ça peut être un petit peu compliqué de vouloir un petit peu systématiser le recueil et les inviter de façon systématique. Et c'est simplement d'extraire un échantillon représentatif de ces populations qui probablement sont extrêmement importantes, mais pas très bien représentées, et de concentrer notre effort dans le recueil d'informations systématisées, ce qui ne changera rien au fait qu'il reste libre de venir oui, non, parallèlement, de telle façon à avoir de l'information qui soit robuste, notamment dans le cadre de la prise de décision publique et de constituer des dossiers qui aient du sens dans la négociation avec l'institution, que l'on ne soit pas en difficulté dans la production de cette information en nous renvoyant que la qualité de ce que l'on renvoie, elle pose le problème de la représentativité. Donc, en fait, c'est vraiment une démarche en fait, de réduire un petit peu la cible pour concentrer la qualité et puis rendre les choses faisables. Ce qui est évoqué aussi tout à l'heure, Claude Négrier, c'est que ce type de dispositif a un coût au bout d'un moment et qu'il faut l'information, il faut la faire remonter, il faut inviter les gens, il ne faut pas les obliger, il faut les inviter, il faut vérifier s'ils le font, il faut les relancer, il faut traiter l'information et tout ça, au bout d'un moment, a un peu un coût. Mais si on reprenait, je pourrais le refaire, si on reprenait la projection que j'ai faite tout à l'heure, très sincèrement, sur ce qui est les choses qui sont les plus préoccupantes, les hémophilies sévères, les hémophilies modérées, les Willebrand sévères, là, il n'y a pas d'échantillon, c'est la totalité de la population qui va être suivie. Qui va être suivi, auquel le suivi va être proposé de façon systématisée. Voilà. Ce qui ne les empêchera pas de venir parallèlement en dehors du cadre du suivi, mais de telle façon à disposer d'une information qui soit fiable et qui soit propre. Il y a une série de questions sur les femmes. D'abord, il y a une question informative sur est-ce que vous pouvez donner un aperçu de la progression de l'inclusion des femmes dans France Coag dans le temps. Et ensuite, il y a une question un peu moins descriptive,
qui en fait vous demande si cette inclusion peut permettre d'améliorer le diagnostic, c'est-à-dire par exemple, est-ce que ça peut finalement contribuer au rapprochement et à une inclusion plus forte des femmes dans les CRC? Quel est votre sentiment là-dessus? Alors, je sais qu'il y a eu de longs débats dans l'historique de France Coag autour, faut-il mettre les femmes, pas les femmes, voilà. En tout cas, excusez-moi, monsieur Oquet, est-ce que vous pourriez préciser, parce que quand on parle de femmes, il faut peut-être préciser les conductrices ou les femmes concernées par l'hémophilie A ou B à taux en dessous de 40%. On est d'accord, on est d'accord. Voilà, résolument, en tout cas, aujourd'hui, la recommandation qui va à destination des centres, c'est en pratique, il faut inclure ces profils-là dans la base de données. Et on voit depuis que le message est plus clair, il avait commencé à être plus clair avant qu'on ne récupère le dossier en 2017. Donc, ce n'est pas que de notre fait. Il est évident que la représentation à la part des femmes dans la base de données, elle a augmenté. Voilà. Je n'ai pas les chiffres là directement sous les yeux, mais ils sont dans un rapport d'activité annuel. Par contre, je peux apporter cette information si vous voulez. Oui. Alors, parce que j'ai vu la question et j'ai fait le comparatif entre 2018 et 2019. Il y a eu une augmentation de 20%. Donc, voilà, 2018, c'était à peu près 300 femmes, un peu plus. Et 2019, non, 420, excusez-moi, et 2019, c'était presque 500 personnes. Parce qu'il y a eu un travail important de resensibilisation des centres sur l'absolue nécessité de faire remonter cette information. Et d'ailleurs, puisque l'on parle des femmes, de ces femmes hémophiles, le fait en fait qu'on ait récupéré cette information a permis de la valoriser et effectivement de mieux les décrire et de les proposer dans un article scientifique pour que les choses soient mieux connues, avec un plaidoyer plus clair en disant enfin, c'est une vraie préoccupation. Voilà, c'est une préoccupation du système de soins et on ne peut pas les écarter. Si je puis compléter, Pascal, il y a les femmes conductrices en effet, et puis il y a toutes les autres maladies hémorragiques, que ce soit des pathologies plaquettaires, maladies de Willebrand, des ordres rares de type déficit en facteur 17 ou autre. Donc il y a toute cette panoplie qui aujourd'hui était pour l'hémophilie peut-être la partie manquante. Les autres étaient présentes, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'était un vrai problème dans l'hémophilie quand même. Alors, il y a des questions sur la gouvernance. Donc, l'AFH participe à la gouvernance. Est-ce que ça veut dire que l'association peut également avoir accès au contenu de la base si jamais elle souhaite faire des extractions fines à des fins de statistiques, par exemple? Peut-être, Nicolas, tu pourrais commencer à répondre sur ce qu'on fait déjà et monsieur… Oui, rapidement, parce que le temps, il tourne. Donc, de toute façon, il y a un processus qui est très encadré. Il y a un processus qui s'appelle des saisines. Donc, il faut que, quel que soit l'organisme qui veut solliciter France Coag pour avoir des données, pour extraire des données de la base de France Coag, il doit remplir cette saisine. C'est un document. Ensuite, cette saisine est envoyée à France Coag. France Coag a un conseil scientifique commun avec France Coag et Memo, dont ils vont vérifier, ils vont regarder la saisine, ils vont émettre un avis à France Coag. Et vous m'arrêtez, vous complétez, monsieur Oquet. Et ensuite, la saisine se fait, ou l'extraction se fait ou ne se fait pas, selon le retour de l'avis ou de France Coag et avec son conseil scientifique. Alors, enfin, c'est très bien comme réponse. J'ajouterais juste pour la compléter et pour être tout à fait transparent sur ce volet de la question, c'est que de toute façon, toute demande d'exploitation, effectivement, elle suit le parcours qui a été décrit par Nicolas Giraud et elle concerne tout le monde. Elle concerne les gens qui sont extérieurs à France Coag,
mais aussi les gens qui sont intérieurs à France Coag. Il n'y a pas de différenciation. Si moi, demain matin, je veux exploiter des données de France Coag, je vais faire une saisine. Et le conseil scientifique rendra un avis sur la légitimité en fait, scientifique de mon projet, et éventuellement, le comité de pilotage via le bureau dira on est d'accord, scientifiquement, ça tient la route, mais parallèlement, ça pose d'autres problèmes et on suit ou on ne suit pas. Voilà, ça c'est la première chose. Ceci mis à part, il me semble qu'il y avait quand même quelque chose qui était plus large dans la demande, c'est-à-dire que est-ce qu'à terme, on peut imaginer que les données soient extraites du système et exploitées par un tiers? Alors, aujourd'hui, en fait, ce qui est fait, c'est que toutes les demandes, en fait, une fois qu'elles sont analysées et qu'elles sont acceptées, en fait, elles sont analysées en interne pour protéger les données, pour que personne n'ait accès aux données. Voilà. Ce qui est envisagé dans le déploiement de la V3, c'est de positionner en fait les données sur ce qu'on appelle une bulle ou ce que vous appelleriez un cloud, dans lequel en fait les gens peuvent en fait aller exploiter des données qui vont apparaître comme non nominatives, non identifiantes. Mais au moment où ils sortent, ils sont incapables de sortir des fichiers individuels de ligne. Ils ne peuvent sortir que les résultats des exploitations qu'ils ont faites, ce qui fait qu'en pratique, il n'y a jamais d'extraction de données individuelles. Voilà. Pour l'instant, en fait, cette option, elle n'existe pas, et de telle façon à n'avoir aucun problème dans la protection des données, la base de données est déclarée, elle est déclarée à la CNIL, elle est déclarée dans le cadre du RGPD, elle est protégée par un hébergeur de santé. Il y a une liste nominative de gens qui ont le droit d'accéder en exploitation dessus. Je ne suis même pas dedans d'ailleurs, en exploitation dessus. C'est eux qui exploitent et eux seuls. Ça n'empêche pas que les demandes d'exploitation, elles peuvent être formulées par l'extérieur. Et pour l'instant, ça permet de protéger en fait les données. Voilà. Dans un monde idéal, à terme, oui, si on peut le mettre sur une bulle et permettre à des gens de rentrer dans une base absolument non nominative, de faire les exploitations qu'ils veulent sans être contraints de passer par la structure et de sortir uniquement avec les résultats sous des formats qui sont agrégés, c'est probablement une solution qui est souhaitable. On le fera, mais on va déjà bien serrer toutes les difficultés. Ok, merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes seulement. Il y a une ou deux questions sur votre inscription à l'échelle, enfin sur l'inscription de la base à l'échelle internationale. C'est-à-dire, est-ce que vous contribuez à la collection de données en commun avec d'autres bases? C'est quoi votre relation finalement en dehors de la France? Alors, les relations en dehors de la France, elles sont en cours de… Alors, il y a différents acteurs. Hein, elles sont en cours de négociation avec des acteurs de nature différente et qui pour certains, vont avoir non pas des difficultés, mais des contraintes qui sont les mêmes que les nôtres. En clair, des acteurs européens. Dans lequel le partage de données peut s'imaginer, mais dans le respect du RGPD et dans le respect des gens qui ont collecté l'information. Et les gens qui collectent l'information, ce sont à la fois les centres partenaires, les cliniciens, mais aussi les patients, voilà, en protégeant l'anonymat. Donc ça, sur ces bases-là, on est d'accord et on voit très bien comment on peut fusionner de l'information sans difficulté. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on commence à discuter avec des responsables de bases de données qui sont hors la communauté européenne et qui sont hors du cadre du RGPD et qui donc ne garantiront jamais, en fait, même si on transmet des bases qui sont non nominatives, il y a on peut toujours craindre qu'il y ait une identification indirecte. Et donc, quand on discute avec eux, on est d'accord sur le principe du partage,
mais on n'est pas tout à fait d'accord sur le principe de la protection des données. Voilà. Est-ce que ça veut dire Je ne sais que pas si du ça coup, répond de façon claire à la question. Ouais, j'ai l'impression que oui. Après, est-ce que du coup, l'inscription de Transcoac dans le registre qui a été annoncé, dans le futur registre international, est à l'ordre du jour ou pas encore? Ce sont des discussions que l'on a depuis qu'on a initié donc dans ce que j'ai évoqué notamment dans le registre international, c'est qu'aujourd'hui en fait le registre il est piloté hors communauté européenne et dans les discussions que l'on a depuis pas loin de 2 ans maintenant, la zone d'achoppement reste en fait quand même la protection des données. Essentiellement. Voilà. La protection des données et la propriété des données, c'est-à-dire que quand on discute avec nos partenaires européens, pouler des données, mais rester propriétaire de ces données, c'est-à-dire les garantir, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas si évident que ça avec les interlocuteurs que l'on a, que la notion de la propriété de données, une fois qu'on les ait données, en fait, on ait encore un droit de regard sur ces données. Ok. Et ça, pour le coup, c'est effectivement un enjeu très, très fort. Mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver si les gens ont du bon sens et de la bonne volonté. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, en pratique, on ne sortira pas du cadre de la loi et on ne sortira pas du cadre de la protection des données des individus. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Je pense que chacun ici vous en remercie par avance. Il y a un enjeu qui vous est adressé sur la question de la communication, de l'information et de la restitution finalement aux participants. Est-ce qu'on peut imaginer un dispositif de restitution structuré d'un certain nombre de résultats ou d'enquêtes? Comment vous envisagez ça à l'avenir? Alors, on a récupéré le dispositif à la fois il y a longtemps, parce que 2017, ce n'est pas aujourd'hui, mais à l'échelle du temps, c'est aussi court au regard de l'ensemble des chantiers qu'il y avait à développer. Incontestablement, France Coax, ce n'est pas la structure la plus communicante et la meilleure du monde sur la communication. Alors ça doit être dû à ces animateurs scientifiques, il n'y a pas de souci. Il y a quand même des choses qui ont changé. Bon, on a un site web qui va être en réfection parce qu'il est un peu vieillot et pas très agréable d'accès. En tout cas, aujourd'hui, dans ce qui est produit de façon systématique, il est produit de l'information qui est remontée par le monde clinique et le monde biologique. Il y a donc la systématisation d'un rapport d'activité annualisé tous les ans sur lequel on s'est mis d'accord avec le conseil scientifique, avec le comité de pilotage sur des éléments de base que l'on veut voir apparaître tous les ans de telle façon à ce que cette information soit mise à disposition. Et elle est mise à disposition du comité de pilotage et donc de ce fait de l'AFH. Il est certain que demain matin, ce qui n'est pas tout à fait demain matin, le jour où l'information systématisée remonte par le canal des patients, de la même façon, et comme on l'a fait préalablement, on se mettra d'accord sur la systématisation d'un rapport d'activité sur ces informations-là, de telle façon, dans le même rapport d'activité qui contiendra et des données cliniques et biologiques et des données patients. Et il faudra bien évidemment discuter en fait avec les représentants de l'AFH sur les modalités de vulgarisation en fait de ces rapports, de telle façon à ce qu'ils soient accessibles. Après, on va les mettre sur le site. Le site, il va être accessible à tout le monde et donc il sera accessible aux patients. Après, l'AFH est libre de rediffuser après le contenu sous la forme qu'elle veut. Voilà. Mais aujourd'hui, oui, on n'est pas les meilleurs en termes de communication, c'est sûr. Ah, mais si je peux compléter ce que vous venez de dire, Monsieur Oquier, c'est que dans l'engagement, en tout cas, de France Coag auprès de l'AFH et même auprès de la filière Mémo, on publie des articles sur les études qui ont été menées
avec les données de France Coag. Donc, voilà, récemment, vous avez reçu la revue. Il y a eu un article. Une nouvelle revue va arriver dans vos boîtes aux lettres avec un nouvel article sur une étude qui a été menée avec les données de France Coag. Donc, on rediffuse cette information auprès des patients, auprès de la communauté de cette façon-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que pour la FH, c'est extrêmement important, que ce soit pour France Coag ou avec le carnet de santé numérique. Le retour patient, il est extrêmement important et il doit être très visible, il doit être mis en avant pour savoir à quoi ça sert et qu'est-ce que ça va personnellement ou collectivement impacter la prise en charge ou le parcours de soins. Voilà, pour compléter et rassurer, voilà, pour nous, même si ce n'est pas toujours très opérant aujourd'hui, mais c'est simplement un tout petit problème de temps, il est extrêmement important que les pourvoyeurs d'informations, c'est qui est très vilain comme terme, et en l'occurrence à terme qui sont à la fois et des cliniciens et des patients, il est tout à fait logique de renvoyer l'information en retour. Ce n'est pas possible autrement. Sur France Coag, c'est en pratique comment les gens font pour compléter et renseigner ces enquêtes et la B3, le module auto-rapporté des patients. Une chose un peu annexe, mais quand on tape France Coag sur Google, on tombe sur une page du CHU de Marseille de 2017. Et donc là, ça revient à la question de la communication. On aurait pu la couler avec ça. Et M. Négrier, une personne avait demandé, pendant que vous faisiez votre présentation, si le futur carnet de santé de la filière, le futur carnet de santé numérique, qui pourra être utilisé par des patients résidant hors de France. Pour l'instant, le carnet numérique est destiné aux patients habitant sur le territoire national et résidant en France. Cela dit, un patient français qui travaillerait et vivrait hors de France, compte tenu du mode de connexion numérique, ne voit aucun inconvénient à ce qu'il puisse avoir un suivi en dehors de la France. Et les informations seront hébergées de la même manière chez l'hébergeur que nous aurons choisi. Donc, ce n'est pas un problème, même peut-être aux États-Unis, à moins que le futur président change d'avis sur ce sujet. Merci. Alors, en deux mots, je vois qu'il y en a qui sont extrêmement attentifs et qui font des commentaires sur le site web. Je ne peux que confirmer qu'effectivement, le site web est hébergé sur le site de la PHM. C'est coincé dans une fenêtre, c'est horrible. Et en plus, ce même site est extrêmement ancien et tout sauf convivial. Voilà. Nous, notre objectif est effectivement aujourd'hui de déployer le questionnaire patient d'un point de vue informatique, donc on en a fait une priorité. Le site web, c'est un peu décalé. Voilà, c'est un choix parce que le temps est réduit et que les moyens ne sont pas extensibles, mais raisonnablement, c'est quelque chose qui à un horizon, à 1 an, va évoluer. Quant à comment on fait aujourd'hui, aujourd'hui, il y a de toute façon des enquêtes qui sont à destination des patients, qui sont des enquêtes ad hoc, dans lesquelles on contacte les patients et donc comment répondre, en acceptant de répondre et en renvoyant l'information. À terme, dans le support informatique, en fait, la collection de l'information, en tout cas comment faire pour rentrer l'information, elle se fera en direct sur un site web, après l'envoi d'un message en disant vous pouvez rentrer, etc. Ça ne devrait pas poser de problème. On imagine peut-être qu'il faudra garder un format peut-être plus ancien, si c'est nécessaire, papier, pour les gens qui seraient en difficulté ou en vraie fracture numérique, ce qui existe et qu'il ne faut absolument pas exclure. Donc, à terme, le but du jeu, c'est quand même d'utiliser les outils les plus communs, et les enquêtes ad hoc seront développées de la même façon. Voilà. Très bien, merci. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. L'horizon temporel, 2000, le début, on souhaite vraiment déployer tout début 2022. Nicolas et François, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Nicolas, peut-être?
Moi, ce que je vais peut-être pour conclure, déjà merci à tous les participants d'être là, encore à cette heure tardive. L'AFH dans cet environnement numérique, son implication, elle est depuis longtemps, vous l'avez compris, on est à tous les niveaux, comme ce qui a été décrit par M. Hoquet et M. Négrier dans les comités de pilotage, dans les bureaux. La majeure, la protection des données, c'est quelque chose de majeur. Donc ça, je pense qu'on est collectivement très au clair là-dessus et on est très soucieux de ce point-là collectivement, que ce soit l'association comme les professionnels de santé France Coag et MEMO. Et puis, dans le développement de ces outils numériques, pour être certain que cela vraiment apporte quelque chose, une plus-value, quelque chose de supplémentaire à la prise en charge des patients et qu'il y ait un retour pour les patients. C'est pour ça qu'on travaille vraiment dès maintenant, dès le départ, dès la conception, la co-construction. Et je dirais que voilà, il y a une phrase qui est reprise par l'AFH très souvent, qui avait été faite dans les années 90, rien pour nous sans nous. Et on est vraiment dans cette ligne de conduite, l'AFH, dans ces outils numériques pour que ça arrive auprès des patients et que ça apporte vraiment une plus-value et qu'il y ait un retour, entre guillemets, sur investissement par rapport à l'implication des patients qui deviennent acteurs de leur santé dans ce monde numérique aussi, pour qu'on puisse avancer et qu'on ait ce retour-là et une vraie évolution de la prise en charge du parcours de santé. François, pour conclure. Non, je voulais juste vous remercier, vous présenter de nouveau mes excuses à la fois pour le retard, pour le son. C'était très intéressant, moi j'ai appris beaucoup de choses et merci de votre confiance. Merci François. Bon, ben, on va conclure cet atelier. J'espère que ça aura pu répondre à certaines de vos questions, sans doute pas toutes. Vous pouvez, n'hésitez pas à continuer à les poser par la suite. Que Nicolas les recevra avec grand plaisir, ou moi, ou d'autres interlocuteurs que vous avez, soit au bureau ou parmi les salariés du siège. Vous allez en entendre parler assez régulièrement de ces deux outils en développement, puisqu'ils sont en développement. Vous allez être interrogé pour savoir s'ils vous conviennent, s'il faut les améliorer, etc. etc. Donc c'est un gros travail qui est en cours et pour lesquels on reviendra très régulièrement vers vous pour vous informer de l'état d'avancement. Il y a aussi un article dans la prochaine revue, celle que vous allez avoir bientôt, qui évoque le carnet de santé numérique et le travail sur le carnet de santé numérique.